C'est un plaisir de vous retrouver dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Après l'opération Libérer les trottoirs dans les quartiers AONG et Rio, les commerçants ont repris à exercer sur ces lieux. Ruth Matanga a fait le constat pour vous. Vous le verrez dans ce journal. Les dirigeants des 6 États membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, ont pris part vendredi au Cameroun à une conférence des chefs d'État membres de l'organisation. Vous le verrez dans ce journal. Paris, l'une des villes les plus visitées au monde, croupit sous des tas d'immondices. La grève des éboueurs est loin d'arranger les choses dans la ville lumière. Bienvenue à toutes et à tous. En ouverture de ce journal, les recherches qui se poursuivent dans les eaux qui ont enregistré le naufrage du 9 mars dernier ont une fois encore porté des fruits. 2 corps sans vie ont été repêchés et conduits dans les centres funèbres de la place pour identification. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Comme je le disais en titre, lancée depuis 3 ans, l'opération Libérer les trottoirs n'a pas toujours atteint les objectifs que se sont fixés les pouvoirs publics initiateurs du projet. Chassés par les forces de l'ordre, les squatteurs ont envahi à nouveau les trottoirs. Le constat fait par Ruth Matanga. Après l'opération Libérer les trottoirs, initiée par les autorités en 2021, dans le but d'améliorer la ville et agrandir les routes, et malgré la bonne volonté des gouvernants, ce déguerpissement n'a pas produit des effets escomptés. Dès lors, l'État nous ordonne, avec de la force, de libérer les trottoirs. Bon, maintenant, nous là, qui sommes sans diplôme, qui sommes sans qualification, on fait comment pour vivre? Parce que c'est avec ça là qu'on vit en fait. C'est avec ça là qu'on réussit à payer les études. C'est avec ça qu'on réussit à manger chaque soir lorsqu'on rentre. C'est avec ça qu'on réussit à prendre soin des petits frères, des petites sœurs. Cette opération des autorités est une bonne initiative, mais c'est un coup dur dans leurs activités commerciales génératrices de revenus. Je me débrouillais, maintenant je suis chez moi pour le moment parce qu'il n'y a pas encore les moyens pour réouvrir encore l'activité que j'avais là. Je vendais le rond-point, j'ai fait 1 an et demi le rond-point. Après je suis parti dans les mêmes problèmes. Libérer les trottoirs, ça ne date pas d'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure. On fait comme on peut avec les caprices de l'État, tu vois, parce que libérer les trottoirs, on peut dire ça comme ça, ce sont les jeunes Gabonais qui se... C'est la énième opération de ce genre, conduite par le ministère de l'Intérieur et la mairie. D'autres opérations de même nature avaient déjà été initiées, mais toujours sans grand succès. Promouvoir le recyclage auprès du grand public et présenter ses enjeux, tel est le double objectif de la Journée mondiale du recyclage créée en 2018 et célébrée chaque 18 mars. À cet effet, notre rédaction a focalisé son attention sur le cas de notre pays, le Gabon. Actions, implication des populations et mesures irrelatives prises par les autorités compétentes. Ralph Lenyongo pour plus de détails. Gérer les déchets, c'est chercher à en produire moins. Ensuite, c'est valoriser les matières qu'ils contiennent. Et enfin, c'est les éliminer de manière sûre pour l'environnement. Au Gabon, cette tâche est sous la responsabilité des municipalités. Toutefois, celles-ci confient, par le biais des contrats, à des opérateurs privés le soin de les collecter et les éliminer. Tous les secteurs d'activité sont concernés par cette affaire qui prône des comportements plus respectueux de l'environnement. Cette tendance touche les secteurs de l'énergie, l'eau, la mobilité ou encore l'assainissement, mais aussi des simples individus qui collectent ces déchets et peuvent en faire une activité pécuniaire. Beaucoup de collecteurs existent aujourd'hui et surtout qu'on en tire profit. Vous avez la possibilité de collecter tout ce qui est aluminium, fer, PET, donc les bouteilles plastiques en PET qu'on achète déjà au niveau du Gabon. Et vous avez des usines basées en coque. Vous avez la possibilité de vendre justement tous ces déchets et pouvoir gagner de l'argent. C'est un aspect important et surtout cela fait de vous des personnes plus ou moins éco-responsables et qui s'engagent pour la lutte contre les changements climatiques, mais aussi pour la lutte pour la préservation de notre propre environnement. Rappelons que le Gabon a récemment sollicité les services de Jamming Plastics Manufacturing, une entreprise spécialisée dans le recyclage du plastique, et de la société de conseil en qualité, hygiène, sécurité, environnement, SAFER, pour accompagner les entreprises de la zone économique spéciale d'Uncock dans leur démarche en vue d'intégrer les principes environnementaux dans leur fonctionnement. Le but, à terme, est de réduire les effets néfastes du changement climatique.
Célébration ce 18 mars de la journée mondiale de la schizophrénie. Cette maladie qui affecte le cerveau et provoque les troubles mentaux. Une maladie pas très connue. Objectif de cette journée, sensibiliser davantage sur les ravages que cause cette fameuse pathologie. Chimène Nindon pour le reportage. La schizophrénie est une maladie psychiatrique complexe qui se traduit chez le malade par une perception perturbée de la réalité et par des difficultés relationnelles plus ou moins invalidantes. La schizophrénie survient généralement chez les jeunes à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte, classiquement entre 15 et 25 ans. Elle est une maladie du cerveau qui affecte la pensée, les sentiments, les émotions et parfois les comportements. Toutes ces fonctions ne sont pas perturbées au même moment et dans la même mesure. Des personnes souffrantes de schizophrénie peuvent avoir un comportement normal pendant une longue période, puis être perturbées à l'occasion de la période de crise. Cette maladie peut s'exprimer par une distorsion de la réalité caractérisée par des idées délirantes et ou des hallucinations, par une atteinte affective, niveau élevé d'anxiété, sentiment permanent d'insécurité, fluctuation de l'humeur, par des signes d'allure déficitaire, passivité, repli sur soi, perte de l'initiative et de l'incitation à l'action, ou encore des troubles cognitifs avec perturbation de la mémoire et de l'attention, désorganisation globale de la pensée et du raisonnement, difficulté à établir un contact avec leur entourage, difficulté à différencier ce qui est réel de ce qui ne l'est pas ou encore l'envahissement par des idées étranges. Des personnes atteintes de la schizophrénie se rétablissent s'ils sont traités tôt et de façon adéquate. Pour leurs 20 ans, les journées de la schizophrénie ont lieu du 18 au 25 mars 2023 dans une dizaine de pays francophones. Maladie peu connue, ces journées ont pour but de sensibiliser le grand public, de déstigmatiser la maladie et de faciliter l'accès précoce aux soins. D'après l'Organisation mondiale de la santé, près de 24 millions de personnes sont atteintes de schizophrénie et touchent 1% de la population. L'OMS classe cette maladie dans le groupe des 10 maladies entraînant le plus d'invalidité. Audition du Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé vendredi à l'Assemblée nationale par la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme. Au menu, le projet de révision constitutionnelle, fruit de la récente concertation politique. Estelle Vam nous en dit plus. 2 semaines après l'adoption au Conseil des ministres du projet de loi portant révision de la Constitution de la République gabonaise, le Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé est face aux élus membres de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme de l'Assemblée nationale. L'exercice n'est pas anodin. Il s'agit d'édifier les parlementaires sur les 6 dispositions constitutionnelles impactées par les recommandations des acteurs politiques, majorité, opposition, parties prenantes à la récente concertation politique. Des bouleversements qui impliquent entre autres les conditions d'éligibilité à la fonction de président de la République, le suffrage électoral, l'harmonisation des mandats politiques. Le mandat du président de la République, qui débute le jour de sa prestation de serment, prend désormais fin à l'expiration de la 5e année suivant la dite prestation de serment. Pour harmoniser le renouvellement du Sénat avec celui des conseils départementaux et des conseils municipaux, le prochain mandat des membres des 10 conseils, dont le renouvellement est prévu entre octobre et novembre 2023, sera un mandat transitoire d'une durée exceptionnelle de moins de 5 ans. En adoptant ces changements, les acteurs politiques ont dit être motivés par le renforcement de la démocratie et un climat apaisé avant, pendant et après les consultations électorales. Les scrutins de 2023 devront donc faire école sur la crédibilité et la légitimité des vainqueurs de la présidentielle, des législatives et des locales. Pour être adopté, le projet de révision doit être voté respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat en des termes identiques avant d'être soumis pour adoption au Parlement réuni en Congrès. Une majorité qualifiée des 2/3 des suffrages exprimés est requise. Au terme de ce processus, le Gabon connaîtra sa 3e révision
constitutionnelle en moins de 5 ans. Le Premier ministre Alain-Claude Bilé-Bizé, lors de son allocution à l'immeuble Arambo, ce vendredi a pris la décision de rentrer en guerre contre la corruption qui gangrène l'administration gabonaise. Un exercice certes salutaire, mais difficile au regard du manque de résultats observé depuis la création des institutions en charge de lutte contre le phénomène. Alexandre Mba nous fait le point. Quelques années avant, il a été dit. Parce que j'ai horreur de la corruption. Il ne s'agira pas, dans cette affaire, il ne s'agira pas uniquement de la stigmatisation judiciaire. La stigmatisation judiciaire, c'est-à-dire vous préparez un dossier, vous envoyez au tribunal. Il va s'agir également de la stigmatisation populaire. C'est-à-dire que ces personnes, lorsqu'ils sont dénoncés à la télévision, tous les Gabonais les verront. On saura que voilà la tête du corrompu. Voilà la tête de celui qui n'est pas corrompu. Parce que le pays a marre de la corruption. Dans sa communication gouvernementale ce vendredi, à l'immeuble Arambo, le Premier ministre Alain-Claude Bilé-Bizé a pris la résolution de faire de la lutte contre la corruption une de ses missions. Je constate par ailleurs avec regret que le phénomène de la corruption dans notre administration devient plus que préoccupant. Ensemble, nous devons et nous allons lutter contre ce fléau. C'est notre responsabilité. Il faut dire que depuis 2003, le gouvernement de la République s'est engagé dans un processus d'amélioration de la gouvernance à travers des actions qui visent une saine gestion des affaires publiques et la consolidation de l'état de droit. C'est dans ce contexte que la mission de lutte contre l'enrichissement illicite et l'Agence nationale d'investigation financière ont vu le jour. Toutefois, quelques années après, les actions menées par ces entités ont du mal à se faire ressentir auprès des Gabonais. La corruption demeure une réalité au Gabon. En témoigne la 124e place du pays sur 180 économies dans le classement de Transparency International. Alain-Claude Bilé-Bizé a donc du pain sur la planche. Ce dernier doit ainsi faire montre d'ingéniosité et de pragmatisme pour voir sa vision se matérialiser. À présent, hors de nos frontières, le 15e sommet ordinaire de la conférence des chefs de l'État de la CEMAC. La rencontre de Yaoundé s'est ouverte ce matin en présence de l'ensemble des leaders de l'organisation communautaire, dont Ali Bongo Ondimba, le président de la République gabonaise. Regardons. 6 chefs d'État pour un projet commun, la solidarité et l'intégration régionale au sein de la CEMAC. Aujourd'hui, la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de l'institution sous-régionale entre dans sa phase inaugurale. Dans un contexte marqué par la crise ukrainienne et l'impact économique des contraintes sanitaires liées à la Covid-19, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, et l'ensemble de ses pairs se réunissent ici à Yaoundé pour évaluer la situation et apprécier l'efficacité du programme de réforme économique et financière de l'organisation communautaire. Ce sommet de la solidarité et de l'intégration régionale nous offre l'occasion non seulement de commémorer les étapes franchies, mais surtout de célébrer la pertinence, l'acuité, la justesse du projet d'intégration qu'a fait forger pour nous les pères fondateurs de la CEMAC. Après 5 années d'exercice, Daniel Onaondo, le président de la commission de la CEMAC, a été élevé au rang de grand commandeur de l'ordre du mérite communautaire en compagnie de plusieurs autres personnalités pour services rendus à l'organisation communautaire. Dans ce monde aujourd'hui, secoué de convulsions, fracturé par les inégalités, démuni face aux menaces nouvelles, soucieux du futur décroissant qu'il pourrait bien léguer aux générations à venir, dans ce monde, surpris par le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, dans ce monde, en proie à une crise économique persistante, les États membres de la CEMAC ont réussi à fédérer leurs visions, leurs efforts, leurs stratégies, leurs actions, leurs programmes pour bâtir ensemble un ensemble homogène afin de relever les défis des chocs multiformes et maintenir allumée la flamme de la solidarité et de l'intégration régionale. Dans un monde en pleine mutation,
La concertation du Palais de l'Unité intègre la dynamique de réforme structurelle de la CEMAC et la volonté commune de promouvoir le développement économique et social des États membres. Sur le chemin de l'intégration régionale, le sommet de Yaoundé est une étape capitale. Il s'inscrit dans la poursuite de l'effort commun de cohésion pour bâtir une communauté encore plus homogène et plus forte, mais aussi plus résiliente face aux nombreux défis du développement. Toujours au Cameroun, le 15e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEMAC s'est achevé vendredi à Yaoundé au Cameroun. L'événement s'est conclu par d'importantes communications pour améliorer le quotidien des habitants. Ali Bongo Ondimba, le président de la République, s'est entretenu avec son homologue camerounais en marge des travaux. Bienvenue Miko. Yaoundé, 17 mars 2023. Ici réunis autour de ses dirigeants, la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale fait le point des acquis de l'œuvre de construction communautaire pour la consolidation du processus d'intégration en cours. Pour le président de la République gabonaise, fervent défenseur de l'environnement et de la dynamique communautaire, les défis qui interpellent ici sont nombreux. Pour l'ensemble des leaders, la volonté commune de promouvoir le développement économique et social des États est encore bien plus forte. Au titre de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, la conférence a reçu le rapport conjoint du gouverneur de la BOAC et du président de la Commission sur la réflexion ouverte sur le cadre et les conditions d'une nouvelle coopération monétaire avec la France. Elle a suivi l'exposé relatif du gouverneur et lui a prescrit, ainsi qu'au président de la Commission, d'élargir la réflexion au ministre en charge des finances et de l'économie et de lui remettre les conclusions conjointes à brève échéance. Président en exercice sortant de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, le président Paul Biya a transmis le témoin au chef de l'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra, à l'issue de la cérémonie. Les prochaines assises auront lieu à Bangui en République centrafricaine. En marge des travaux du Palais de l'Unité, le président de la République et son homologue Paul Biya du Cameroun se sont entretenus en tête-à-tête. Les deux personnalités ont revisité la coopération bilatérale entre les deux pays et les moyens de la rendre encore plus forte et plus dynamique pour la transformation des États et l'amélioration du quotidien des habitants. La conférence des chefs d'État de la CEMAC a connu son épilogue ce vendredi, une rencontre qui se tient dans un contexte socio-économique et politique difficile pour cette partie de l'Afrique subsaharienne. Alexandre Mbaondo. Le principal succès de la 15e conférence des chefs de l'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ce 17 mars 2023 a été la participation de tous les dirigeants de la sous-région. Seulement cette conférence des chefs d'État membres s'est conclue sans avancée majeure, même si l'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale se veut optimiste. Pleine satisfaction parce que les objectifs recherchés ont été atteints par nos chefs d'État et je crois que le meilleur est à venir par rapport à l'intégration sous-régionale. Une rencontre qui s'est tenue au moment où l'Afrique centrale est confrontée à des crises exogènes et endogènes qui constituent un obstacle à son développement. Il revient donc à ses dirigeants de fixer le cap pour faire de la CEMAC en 2025 un espace économique intègre émergent où règne la solidarité, la sécurité, la bonne gouvernance au service du développement. Avec une population totale de 66 millions d'habitants, la zone CEMAC est essentiellement exportatrice de matières premières, notamment le pétrole, qui constitue la principale source budgétaire. Les échanges économiques et commerciaux sont quasiment nuls, peinant à dépasser 2%, toute chose qui démontre que la CEMAC se doit d'être innovante et ingénieuse pour répondre aux besoins de sa population. La CEMAC a ouvert ce vendredi à Yaoundé au Cameroun les travaux de la 15e session extraordinaire. La session de haut niveau des chefs d'État de la zone examinera le niveau d'étape des réformes que l'institution a engagées depuis 1999, avec pour objectif la mise en place des marchés communs compétitifs et concurrentiels basés sur la libre circulation des biens et des personnes. Ralph Lenyongo nous en dit plus dans ce reportage.
Au titre de réforme, on compte le lancement du programme économique et régional avec l'unification des bourses. S'agissant de la monnaie, la République centrafricaine a assumé sa prise de position en lançant l'utilisation des crypto-monnaies. Si elle est jugée courageuse, elle laisse néanmoins perplexe quant au fond et à la forme. Puisque pour la Commission bancaire de l'Afrique centrale, le franc CFA reste à ce jour la monnaie de la sous-région. La communauté fait face à des défis économiques de divers ordres sous la présidence du dirigeant camerounais Paul Biya, actuellement à la tête de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. La pandémie de Covid-19, la guerre russo-ukrainienne qui cause une flambée des prix de certains produits de consommation, perturbation des échanges liés à des aléas sécuritaires dans la région, avec pour conséquence le ralentissement de la mise en œuvre des projets intégrateurs. Par ailleurs, la CEMAC a pris des engagements forts pour rendre effective la libre circulation des biens et des personnes. Désormais, tous les pays de la zone ont des passeports biométriques. Avec l'appui de la Banque mondiale, la CEMAC a œuvré à l'interconnexion du Cameroun et du Tchad, puis le Gabon et la Guinée équatoriale, le pôle énergétique d'Afrique centrale en liant Mongomo et Oyem, entre Ebibine et Bitam et entre Akournam et Médouneux. À ce jour, donc seuls la République du Congo, le Gabon et le Cameroun sont les pays qui ont pu relier leur réseau routier et de fibres optiques. Globalement, les pays de la CEMAC sont loin d'être homogènes, tant en termes de production que d'échanges. Cette fois-ci à Paris, ces derniers jours, les rues de Paris, la capitale française, se retrouvent inondées d'ordures. La barre des 100 000 tonnes de déchets non ramassés dans les rues de la ville a été atteinte à la mi-journée de vendredi, au 12e jour d'une grève des éboueurs contre la réforme des retraités. Sidela Niman nous en dit plus. Des tas d'immondices qui jonchent les rues au point où les passants ont du mal à les éviter sur les trottoirs. C'est le nouveau visage de la ville de Paris, capitale française. Au moins jusqu'au 20 mars, les éboueurs et agents de propreté de la ville qui contestent le projet de réforme des retraites ont voté mardi la poursuite de leur grève qui a débuté le 5 mars dernier. Ah ben non, on ne peut pas ouvrir les fenêtres parce que quoi? Dès qu'on ouvre les fenêtres, il y a les odeurs qui remontent, il y a les mouches qui remontent. Moi, ma fenêtre est fermée depuis une semaine, je ne peux pas l'ouvrir. Je suis étouffé chez moi à la maison. À cette allure. Qu'est-ce qu'on devient? C'est surprenant parce que maintenant ça fait plus de notre taille donc c'est surprenant. C'est gênant pour courir. Je suis passée en courant ce matin-là et voilà. Si la réforme est votée, éboueurs et agents d'assainissement devraient partir à la retraite à 59 ans au lieu de 57 actuellement. Un allongement de la durée de travail impensable pour les grévistes qui avancent une surmortalité dans leur profession et une espérance de vie très raccourcie par rapport à d'autres métiers. Quelques 10 000 tonnes d'ordures non ramassées ont été dénombrées au 12e jour de grève, selon le premier adjoint à la maire de Paris, Emmanuel Grégoire, qui déplore lui une situation catastrophique créée par le gouvernement. Moi ça ne me dérange pas du tout parce que je pense que les éboueurs, s'il y a bien une profession qui mérite de partir tôt à la retraite vu leurs conditions de travail, c'est bien les éboueurs. Donc qu'ils tiennent le temps qu'ils ont besoin de tenir, il n'y a pas de problème, on se débrouillera. Ça m'explique que notre président ne prend pas conscience de la situation. Je crois qu'il s'en moque. La situation est toujours confuse en cette fin de semaine, alors que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, affirme que la réquisition des agents fonctionne et permet de ramasser ces poubelles. La mairie de Paris assure, elle, qu'aucune benne n'est sortie dans les arrondissements où le ramassage est assuré par les agents municipaux. Sport à présent, finale provinciale de la Fédération gabonaise de sport scolaire. Le lycée technique Nyonda Makita de Mouila, vainqueur de la compétition après la séance de tir au but. C'était face au lycée Albert Martin Samba. Le résumé de la rencontre avec Jack Dougassa. Le Stade Bombay de Mouila a refusé du monde. La finale qui opposait le lycée technique Nyonda Makita au lycée Albert Martin Samba avait l'air d'une confrontation de match de Ligue des Champions. À l'entame de la rencontre, l'équipe du lycée public Albert Martin Samba ouvre le score dès les premières minutes de jeu. But inscrit par Marcy Mokwangi. La réaction de l'équipe adverse ne se fera pas attendre. Daniel Diba égalise pour le lycée technique Nyonda Makita. Puis, Albert Martin Samba, plus entreprenante, double la mise par Makanga. Idanga remet les pendules à l'heure pour le compte du lycée technique Nyonda Makita. Quelques minutes avant la fin de la première période. 2 buts partout. Le score restera inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire. Les deux équipes vont se départager au tir au but. Le lycée technique Nyonda Makita prendra le dessus sur son adversaire. 4 buts contre 3. Les capitaines des deux équipes se sont exprimés en toute fin de rencontre, livrés leurs impressions. Cette rencontre, les équipes étaient vraiment très solides, vraiment compliquées. Ils
ont marqué 2 buts, nous on a pu marquer 2 buts, nous sommes revenus au score. Et les deux équipes étaient vraiment très bonnes. Et je remercie encore tout le public qui est venu massivement assister. C'est un match très attendu, en période très attendue. Et je vous remercie encore, monsieur le président. Le match était vraiment fabuleux. On a joué avec des adversaires vraiment qui étaient à la hauteur, mais bon, on ne pouvait rien faire. C'est les tirs au but. On a fait ce qu'on a pu faire et ils ont gagné. Cette compétition sportive scolaire a été organisée par le ministère de l'Éducation nationale et pilotée par la direction d'académie provinciale de Langounier. Toujours en sport, l'Assemblée générale élective de la Ligue nationale de football professionnel, Brice Piga Djambo, réélu au terme de cet événement pour un 3e mandat consécutif après avoir obtenu 100% des votes sur les 24 délégués présents ce jour. Jermin Goma vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Réélu à l'unanimité, après 4 ans passés à la tête de la Ligue nationale de football professionnel, Brice Mbika Djambo, seul candidat à sa propre succession, vient de l'emporter au terme d'une assemblée générale élective, au cours de laquelle les 24 délégués qui ont pris une part active ont tous eu un avis favorable pour la réélection de ce dernier pour les 4 prochaines années. Content de cette énième victoire, le président n'a pas manqué d'afficher son satisfecit, mais aussi les défis qui l'attendent déjà. Un sentiment de satisfaction parce que ça fait chaud au cœur de savoir que depuis 2015 que je dirige la Ligue nationale de football professionnel. En 2023, les 24 délégués qui constituent notre Assemblée générale me redonnent un mandat pour 4 ans. Je crois que les responsabilités sont grandes. La confiance est là, mais c'est également au bureau que je conduis de relever le défi. Il y a un défi, c'est celui de faire en sorte que, après les 3 années de transition qui nous ont été accordées par les plus hautes autorités, que nous puissions atteindre cette autonomie recherchée aussi bien dans les clubs qu'à la LINAF. Conscients du soutien indéfectible qu'ils ont fait à l'endroit de ce dernier, les présidents des clubs l'ont tous vu comme l'homme de la situation pour mener à bien le bateau LINAF. Brice Mbika Djambo, pour les clubs, nous sommes convaincus que c'est l'homme idéal pour accompagner les clubs, asseoir ses assises et être prêt après les 3 années que le gouvernement ait bien voulu accepter d'accompagner les clubs pour que nous soyons, après ces 3 années, prêts à jouer le championnat national de première et de deuxième division avec nos fonds propres. L'autonomisation des clubs, la recherche des partenaires, des véritables dates de début et de fin du championnat national de première et de deuxième division, tels sont les chantiers prioritaires sur lesquels le président Brice Mbika Djambo devra mettre un accent particulier. Et voilà, c'est la fin de votre édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.